Bonjour Imen. Bonjour Laura. Bonjour. Alors, des voix s'élèvent pour dénoncer la collaboration militaire entre la France et Israël. Laura, vous êtes la cofondatrice de Stop Arming Israël, un collectif français constitué depuis novembre 2023 en réponse à l'appel à l'aide lancé le 16 octobre 2023 par le collectif de syndicats palestiniens Workers in Palestine and All Complicity, Stop Arming Israel. Vous avez achevé un guide en ce début de mois de mars, 166 jours après le début de l'offensive israélienne sur Gaza, qui a fait plus de 32 000 morts à l'heure actuelle, guide des entreprises françaises d'armement complices d'Israël. En quoi consiste ce guide et pourquoi l'avez-vous rédigé ? Alors nous, on a rédigé ce guide parce qu'on s'est rendu compte que y avait les informations qu'on avait autour des ventes d'armes de la France à Israël, elles étaient assez incomplètes et assez dispersées. Et on se rendait aussi compte que, par exemple, quand on commence à parler des ventes d'armes à Israël, le gouvernement, les hommes politiques font beaucoup de discours qui sont au final assez éloignés de la réalité. Par exemple, le 27 février, pendant une audition parlementaire, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a déclaré objectivement, il n'y a pas de relation en termes d'armement avec Israël. Donc nous, on a écouté ça et comme on avait déjà commencé à faire des recherches sur le sujet, on s'est dit mais c'est pas possible de laisser dire des choses pareilles. Donc effectivement, les ventes directes d'armes de la France vers Israël, les chiffres qui sont connus du grand public, c'est les chiffres du rapport parlementaire, du rapport au Parlement sur les ventes d'armes de la France à l'exportation. Et c'est publié tous les ans. Et c'est vrai qu'on remarque que les chiffres pour Israël ne sont pas faramineux. On parle d'à peu près en moyenne 20 millions d'euros par an de ventes directes de matériel strictement militaire vers Israël. Mais c'est en réalité pas un portrait réel et complet des coopérations militaires qui existent entre la France et Israël. Donc ces chiffres, déjà, ils ne regroupent pas tout ce qui est du matériel, par exemple, à double usage, qui peut être à l'usage aussi bien civil que militaire. Ça ne présente pas le fait que toutes les entreprises d'armement françaises ont des partenariats, des coopérations qui ne sont pas strictement des ventes avec les entreprises d'armement israéliennes, par exemple. Et ça ne tient pas compte aussi de tout ce qui peut concerner des achats d'armes de la France à Israël, qui sont aussi un problème majeur. Parce qu'en achetant des armes à des entreprises israéliennes ou en coopérant avec ces entreprises israéliennes, on contribue à la prospérité du complexe militaro-industriel israélien. Et donc nous, comme on sait que c'est un sujet assez technique, que c'est difficile de rentrer dedans et qu'on pourrait prendre au pied de la lettre ce que les gouvernants veulent bien nous dire, on s'est dit qu'il fallait regrouper toutes les informations publiques qu'on pouvait trouver à ce sujet avec des sources issues de la presse, des communiqués des entreprises, et regrouper aussi et expliciter un peu les chiffres du rapport au Parlement qui sont assez techniques pour que tous les militants, les journalistes et toute personne intéressée puissent se regrouper dans un seul document tout ce qui concerne et tout ce qu'on a pu trouver sur la façon dont les entreprises d'armement françaises collaborent avec l'armée israélienne. Et quelles entreprises sont visées spécifiquement dans ce guide ? Eh ben, dans ce guide, on a commencé par déjà parler des grands groupes qui sont assez connus et qui sont vraiment les fleurons de l'industrie d'armement française. Donc dedans, on retrouve Thales, Safran, MBDA, qui est un fabricant de missiles à l'échelle européenne, Airbus, qui ne fait pas que des avions civils, mais a aussi toute une branche défense et qui brasse des milliards d'euros par an. On a aussi Nexter, qui est maintenant fusionné avec un armurier allemand qui s'appelle maintenant KNDS, mais qui est une entreprise d'armement française très ancienne et qui est notamment le fabricant du char Leclerc. Et ça, c'est pour un peu ce qui concerne les grands groupes. J'en oublie peut-être un ou deux dans la liste. On en a, je crois, 7 en l'occurrence sur lesquels on a vraiment trouvé des liens directs avec Israël. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout un ensemble de PME qui font partie du tissu industriel d'armement français. Nous, on n'a pas pu encore pour l'instant trouver toutes les PME qui ont des liens avec Israël, mais on en a pu en citer deux dont les liens sont très bien avérés. C'est par exemple une entreprise qui s'appelle PGM Précision, qui est située en Rhône-Alpes, il me semble, qui est dans la région d'Annecy, qui fabrique des fusils de précision, donc des fusils de sniper, et qui sont reconnus internationalement et donc qui sont utilisés par l'armée israélienne. Et on a aussi, par exemple,
une entreprise de blindage qui s'appelle Amevo, qui a été rachetée par un kibbutz israélien qui est spécialisé dans la production de véhicules blindés, qui s'appelle Plazan. Donc là, c'est par exemple 2 exemples de PME. Donc pour les fusils, on parle d'une entreprise qui a 3 à 5 employés. Pour Amevo, c'est un peu plus gros, on est plutôt sur 50. Et en réalité, il y en a sûrement des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'autres qui sont concernés. On n'a pas pu forcément être aussi exhaustif que pour les grosses entreprises très connues qui communiquent énormément. Et enfin, donc il y a aussi les entreprises qui font du matériel, comme je disais, à double usage. Et là, l'exemple qu'on a vraiment voulu mettre en avant, c'est celui de Excelia. C'est une entreprise qui fabrique des composants électroniques, dont des capteurs de position, qui peuvent être utilisés, par exemple, dans le domaine médical, dans le domaine de l'aviation, mais aussi dans le domaine militaire. Et donc Excelia, depuis 2014, elle est mise en cause dans une affaire qui a été portée en justice en France, parce qu'un de ses capteurs a été retrouvé dans les débris d'une bombe qui avait tué 3 enfants à Gaza, de la famille Chouebar. Et donc il y a un procès qui est en cours encore actuellement. La famille Chouebar a pu être reçue au tribunal à Paris l'été dernier. Malheureusement, la famille Chouebar, actuellement, elle est à Gaza et ils font partie des personnes déplacées, mais cette affaire, elle est toujours en cours. Et cette entreprise, c'est pas la seule, parce que sur le site internet du distributeur israélien qui revend les pièces, par exemple, d'Excelia aux entreprises d'armement israéliennes, on a pu retrouver, je ne sais plus exactement le nombre, mais 5, 8, je crois, peut-être entreprises qui font aussi des composants électroniques françaises qui sont référencées sur ce site pour revendre leurs composants à une liste de clients qui commence par les entreprises d'armement israéliennes les plus importantes et l'armée israélienne. Ouais. Et pour rappel, justement, vous l'avez mis dans votre guide, l'industrie française de l'armement, c'est 9 grands groupes industriels, 4000 PME, ETI et start-up, 210 000 emplois directs et indirects et 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an en moyenne. Et la France aussi est le 2e exportateur mondial d'armes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une grande histoire justement entre Israël et la France? Est-ce que la France est un fournisseur historique d'armement à Israël? Oui, on peut vraiment dire ça, parce que si maintenant les chiffres ils sont beaucoup moins importants qu'ils n'ont pu être par le passé, la France, ça a été un des pays, voire le premier pays, à fournir du matériel militaire et à fournir même de l'armement lourd à l'armée israélienne dès la création de l'État. Dès les années 50, par exemple, l'entreprise Dassault, ça a été une des premières. Israël a été un de ses premiers clients à l'exportation, et c'est l'entreprise Dassault qui a fourni l'essentiel de la flotte d'aviation d'Israël dans les années 50 et 60. Et c'est donc l'essentiel des avions qui ont été utilisés pendant la guerre des 6 jours, c'était des Mirage, des avions de Dassault. Et il ne faut pas oublier non plus que la France a fourni la technologie nucléaire à Israël. Et même si Israël, à ce jour, n'affirme pas officiellement être en possession de l'arme nucléaire, il est généralement admis que c'est le cas et que c'est bien la France qui l'a fourni, parce que la France a construit les premières centrales nucléaires pour Israël en Israël, a fourni tout le matériel, toutes les technologies et tous les ingénieurs. C'est des centaines de travailleurs qui sont allés construire ces usines. Et la France a aussi permis à Israël de se doter de ses propres usines d'armement pour la fabrication de moteurs d'avions, etc., dans les années 50 et 60. Ensuite, au moment de la guerre des 6 jours, il y a un embargo qui a été déclaré par le général de Gaulle. Mais malheureusement, cet embargo n'a pas été complètement suivi des faits, parce qu'il a continué à y avoir des livraisons de commandes qui avaient été passées précédemment. Il est aussi généralement admis, même si on reste encore une fois dans le domaine des informations qui ne sont pas complètement assumées, que Dassault a continué de fournir des pièces détachées qui ont permis à Israël de construire ses propres avions d'assaut à ce moment-là. Et cet embargo a pu être donc contourné assez facilement par une partie des industriels de l'armement français. Et avec tout ce que vous dites, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même un double discours, en fait? Parce que d'un côté, on a le gouvernement qui commence timidement à dénoncer ce qui se passe à Gaza, et de l'autre côté, la France continue à vendre et à exporter des armes en Israël. Et comme l'a dit tout à l'heure Cyril, à côté, il y a des pays qui sont en train de se rendre compte, dont le Canada, et qui ont cessé justement ces exportations d'armes. Oui, il y a vraiment un double discours, et un discours qui est très sélectif sur les faits, parce que les gouvernants français, ils vont dire bon, on vend déjà très peu, donc c'est négligeable, c'est vraiment pas intéressant de parler de ces quelques 20 millions par an
Nous, on pourrait dire que le moindre euro donné à l'armée israélienne est déplorable. Mais d'autre part, ils disent aussi, pour un peu justifier ces ventes, qu'on ne vende que du matériel défensif qui sert à Israël à se défendre. On connaît très bien cette rhétorique. Et d'ailleurs, pour revenir sur les autres pays du monde qui commencent petit à petit, sous la pression des demandes des militants, à faire des déclarations dans le sens de on va arrêter de vendre des armes à Israël, ou on a arrêté, ou en fait on n'en vendait pas, ou en fait on vendait que du matériel défensif. Il faut être très vigilant et très dubitatif face à ces déclarations. Si le Canada a hier déclaré qu'ils arrêtaient les ventes d'armes à Israël, si on dépiote un peu plus précisément qu'est-ce qui a été dit exactement, donc comme vous le disiez, c'est déjà une décision non contraignante qui a été prise par le Parlement. Donc déjà, on peut être un peu dubitatif vis-à-vis de ça. Et d'autre part, le Canada avait la même rhétorique que la France de dire oui, mais de toute façon, depuis le 7 octobre, ce n'est que du matériel non létal qui a été vendu. Du matériel non létal, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on peut dire on ne vend pas des munitions, on ne vend pas des explosifs. Mais en réalité, on voit que la France, par exemple, dans le matériel non létal qui est vendu, il y a des composants radio, des composants de télécommunication. Et ces composants radio, même si en eux-mêmes, ils ne sont pas létaux, ils sont en réalité importants pour le fonctionnement, par exemple, d'un drone ou d'un matériel qui, lui, va être létal. Par exemple, aussi le capteur dont on parlait pour l'entreprise Excelia. Effectivement, un capteur tout seul, ce n'est pas létal. Mais un capteur qui sert à guider une bombe, là, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est du matériel non létal? Et donc ces annonces qui sont faites par les gouvernements pour dire soit on ne vend pas du matériel létal, soit on arrête de vendre, souvent ça oublie que les commandes qui ont été passées avant la décision continuent d'être exécutées, que souvent c'est une décision temporaire de dire on arrête d'accorder des nouvelles licences pendant un temps donné. Et souvent, ça concerne qu'une certaine catégorie de matériel qui est strictement militaire. Et quid de tout ce matériel à double usage et de toutes ces autres coopérations aussi qui existent entre les entreprises d'armement, par exemple françaises et israéliennes, qui ne sont pas des ventes. C'est par exemple Thales qui va créer une co-entreprise avec Elbit Systems, le principal fournisseur d'armes de l'armée israélienne, pour construire ensemble des drones en Angleterre. Donc là, en fait, déjà, on peut dire que ça ne passe même pas par la France. Et en réalité, ce n'est pas une vente, c'est une collaboration. Donc, en réalité, tous ces discours-là, effectivement, ils sont souvent très trompeurs. Et c'est à nous d'être extrêmement vigilants et de relever ce qui est souvent faux dans ce que le gouvernement peut annoncer. Merci Laura. On reviendra aux actions de Stop Arming Israël tout à l'heure. Imen, donc, vous êtes coordinatrice pour l'agence Média Palestine, au service du mouvement de solidarité avec la Palestine en France. Cette agence a été lancée suite à un appel de personnalités et de militants solidaires de la lutte du peuple palestinien. Et vous connaissez également tous les mouvements de campagne BDS, donc un autre mouvement de solidarité avec le peuple palestinien qui appelle à boycotter, désinvestir et sanctionner Israël et les entreprises impliquées dans l'occupation, la colonisation et l'apartheid. Donc depuis plus de 10 ans, vous suivez justement de près la situation en Israël et Palestine. Aujourd'hui, quel regard vous portez justement sur ces 166 jours, on peut dire, d'horreur à Gaza? Surtout un regard, on va dire, qui vise la communauté internationale, c'est-à-dire un sentiment d'abandon et de démission de la communauté internationale, mais aussi une responsabilité de cette communauté internationale. On a le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Depuis le 7 octobre, on a plus de 432 Palestiniens et Palestiniennes qui ont été assassinés en Cisjordanie, dont 115 enfants. Près de 8000 arrestations arbitraires donc, des Palestiniens en Cisjordanie. Et donc, on a aujourd'hui le constat terrible de 31 141 Palestiniens et Palestiniennes tués à Gaza, dont près de 13 000 enfants. Là aussi, tout à l'heure, vous évoquiez la famine. Il y a une famine en cours à Gaza. Et donc, c'est un sentiment aussi nous, on a vraiment fait en sorte d'analyser depuis plus de 10 ans maintenant la situation en Israël-Palestine et on documente. Et c'est vrai que c'est très frustrant, on va dire, d'entendre quelquefois que tout aurait commencé le 7 octobre, oubliant finalement toutes ces années et le fait que finalement, c'est la communauté internationale qui a créé ce qui est communément appelé le conflit israélo-palestinien et dont elle ne tire pas aujourd'hui les conséquences de cette... Finalement, Israël reste impuni. Donc ça, on va peut-être évoquer tout à l'heure, mais oui. On a un sentiment d'impunité, aussi d'impuissance, il faut le dire.
Mais on continue en tout cas à documenter la situation qui est faite au peuple palestinien. Et on rappelle aussi que non, tout n'a pas commencé le 7 octobre, que non, ce n'est pas une guerre Israël-Hamas, comme si les deux parties étaient d'égal à égal, et que oui, c'est un contexte colonial qui dure maintenant depuis 75 ans. Et ça, c'est important aussi pour redonner du contexte de rappeler pour expliquer ce qu'il est en train de se passer, puisque ce n'est pas un hasard, c'est la continuité finalement d'une politique de colonialisme qui opère depuis toutes ces années. Et dernièrement, la Cour d'appel de Paris a confirmé la légalité de l'appel au boycott des produits israéliens. C'est un des objets principaux de la campagne BDS France. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Oui. Alors en fait, la criminalisation du mouvement BDS, donc boycott des investissements sanctions, elle date en France depuis 2009. Il y a eu une circulaire dite Michel Alliot-Marie qui demandait au procureur de poursuivre systématiquement les militants qui appelaient au boycott d'Israël. Cette circulaire, elle était tellement politique qu'elle nommait précisément dans les faits la campagne de boycott d'Israël. Donc ça a conduit, si vous voulez, les parquets à mener des plaintes, à faire des procès à des militants et des militantes. Et ça a conduit notamment à des condamnations entre-temps de militants qui ont simplement distribué ou fait des actions citoyennes et non violentes devant des supermarchés, à des condamnations. Et donc ces militants, ils ont fait appel auprès finalement de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a rendu un avis en juin 2020 qui relaxait non seulement ces militants et militantes, mais qui a condamné le gouvernement français à leur verser près de 100 000 euros de dommages et intérêts. Donc c'était pour les militants une vraie victoire pour le droit. Donc cet arrêt, il s'appuyait sur la Convention des droits de l'homme. Et par ailleurs, ensuite, il y a eu les militants ont tenu à faire réviser cette décision aussi par les juridictions dans lesquelles ils avaient été condamnés. Donc la Cour d'appel, notamment de Paris. Et la Cour de cassation, le 17 octobre dernier, a donné raison finalement à l'arrêt de la CEDH, donc a validé cette relaxe définitive et a dit que ça relevait de la liberté d'expression de mener des campagnes de boycott à partir du moment où il n'y avait pas d'appel à la haine qui s'accompagnait à ça. Parce que c'est des campagnes qui sont absolument non violentes. Antiracisme, la campagne BDS, l'un de son fondement, et l'antiracisme. Donc c'est une campagne non raciste, non violente, et qui s'inspire de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Donc dans les cas précis que j'ai cités, il s'agissait vraiment de distribution classique d'un tract devant un supermarché. Voilà. Et du coup, il y a eu une relaxe. Enfin, il y a eu la décision de la Cour de cassation donc le 17 octobre dernier, et le 14 mars dernier, la Cour d'appel de Paris donc a révisé encore ce procès et a revalidé, donc a définitivement validé la décision de justice, relaxant les militants BDS et enlevant ce à quoi ils avaient été préalablement condamnés. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la liberté d'expression. Super. Et du coup, quelles campagnes sont menées en ce moment ? Et surtout la question dont il y a encore des sceptiques, pourquoi est-ce que c'est important de boycotter ? Est-ce que c'est seulement interpeller les consciences ? Et quand je parlais des campagnes, il y a une campagne qui en ce moment est assez importante, celle aussi qui est visée contre Carrefour. Oui, alors le mouvement de solidarité avec la Palestine et donc les différentes associations qui le composent sont très impliquées effectivement dans la campagne Carrefour. C'est une campagne centrale en ce moment parce que Carrefour, il y a eu un rapport de plusieurs ONG et associations bien sûr en solidarité avec le peuple palestinien, mais aussi de syndicats, donc la FPS, la CGT Solidaire, qui ont fait un rapport en novembre 2022 pour alerter, ça s'appelle les liaisons dangereuses de Carrefour avec la colonisation israélienne, pour documenter la complicité de Carrefour. Alors qu'est-ce qui se passe ? En mars 2022, Carrefour a fait un accord en fait avec l'entreprise israélienne Electra Consumer Product et sa filiale Yenot Bitan. Et il s'avère aujourd'hui qu'il y a plusieurs dizaines, voire centaines de produits Carrefour qui se retrouvent dans les colonies illégales de Cisjordanie, notamment la plus grande d'entre elles, la colonie Ariel. Ces colonies sont considérées comme des crimes de guerre au regard du droit international. Donc c'est une complicité extrêmement grave. Et puis ça s'accompagne aussi de propagande, c'est-à-dire qu'on a eu Benjamin Netanyahou en personne qui est parti inaugurer l'ouverture de Carrefour Israël. Oui. Voilà, on a des prospectus de Carrefour Israël qui nous montrent la carte du Grand Israël.
Donc, ce sont des messages politiques que Carrefour ne peut pas ignorer. Et par ailleurs, on a vu aussi en décembre dernier une annonce de Carrefour Israël pour une offre d'emploi dans la colonie de Ma'ale Adumim. Il faut savoir que les colonies sont le principal obstacle à la paix aujourd'hui en Palestine-Israël, et donc c'est extrêmement grave. Et ces militants continuent à se mobiliser parce qu'on a vu également que en octobre dernier, Carrefour Israël a distribué des paniers repas aux soldats israéliens qui sont actuellement en train de commettre des massacres à Gaza. Et donc, il y a eu une indignation, il y a eu vraiment ça a créé un scandale. Voilà, à ce jour, je n'ai pas vu, à titre personnel, de réaction de la direction de Carrefour là-dessus. Et donc, c'est vrai que ça paraît extrêmement choquant. Et par ailleurs, donc c'est vraiment des complicités d'entreprises. Et la réponse de Carrefour, elle est assez stupéfiante parce qu'ils nous disent qu'ils ne font pas de politique. Mais tout ce que je vous ai cité est profondément d'ordre politique. Donc c'est une complicité. Et effectivement, il y a des appels. Il y a eu le 13 mars dernier, puisque c'est une campagne maintenant internationale. On voit qu'il y a des mobilisations partout, et notamment dans le monde arabe, puisque Carrefour est implanté dans différents pays du monde arabe. Et il y a eu le 13 mars dernier une tweetstorm sur les réseaux sociaux qui a atteint près de 11 millions de personnes, notamment une tweetstorm qui a été faite dans les pays arabes. Donc ça prend des proportions. Je crois que le mouvement grandit. C'est vraiment une campagne phare et effectivement un peu révélatrice des complicités, notamment d'entreprises françaises, avec la décision de la Cour internationale de justice le 26 janvier dernier. Oui. Ça devrait, de mon point de vue, créer des alertes urgentes à la fois aux États, mais aussi aux institutions et aux entreprises de se désinvestir immédiatement de toute complicité avec des crimes de guerre en cours, à la fois à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Et une dernière question, est-ce qu'on peut dire que le boycott, ça marche? Parce qu'on a vu des exemples avec des fermetures dans certains pays asiatiques, dont la Malaisie, l'Indonésie, ou encore Carrefour. Il y a eu un article de Forbes qui dit que le chiffre d'affaires, ça a été le chiffre d'affaires le plus bas en 4 ans, et justement qui se chiffre en plusieurs millions de dollars, et ça à cause du boycott. Ce qu'on constate, c'est qu'évidemment, la campagne BDS, maintenant, depuis au fur et à mesure des années, elle a remporté beaucoup de victoires. Elle continue. Alors, c'est pas à la hauteur de ce qui se passe sur le terrain, mais il y a eu notamment une campagne qui a été cible et phare des militants et militantes de la campagne BDS. Ça s'appelle la campagne Boycott Puma, donc l'équipementier sportif qui avait un contrat avec l'équipe israélienne de football. Oui, qu'il avait rompu. Voilà, et qu'il a rompu en décembre dernier. Et donc, évidemment, Puma a dit que ça n'avait rien à voir, mais on se doute que ça a eu un impact. Cette campagne, elle a duré plus de 5 ans. Et donc, c'était des mobilisations tous les samedis devant telle ou telle enseigne Puma. Et donc, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il faut dire qu'il y a des milliers aussi de personnes qui se sont désinvesties depuis notamment ce qui se passe à Gaza, de l'entreprise, de la société d'assurance AXA qui assure des banques israéliennes, et il faut savoir que les banques israéliennes, c'est le pilier de la colonisation des territoires palestiniens. Sans les banques israéliennes, il n'y aurait pas de colonie. Donc, il y a une complicité, et donc aujourd'hui, les entreprises doivent prendre conscience, encore une fois, que il se passe des choses extrêmement graves et qu'elles ne doivent pas prêter main forte à ça. Et par ailleurs, l'entreprise McDonald's aussi, qui, justement, vous l'avez évoqué, en Malaisie, porte plainte contre BDS en Malaisie. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'un reportage sur Radio France il y a quelques jours, parce qu'ils perdent énormément des millions de chiffres d'affaires. Et donc, ça a un impact, et ça a un impact direct. Merci beaucoup Laura, merci beaucoup Imen. On peut retrouver Stop Arming Israël et toutes les actualités sur Instagram, et aussi l'agence Média Palestine et BDS sur les réseaux sociaux.